Alors moi, je suis Marguerite Grandjean, je suis directrice d'études à la Fabrique des Mobilités qui co-organise cet événement. Et j'accueille avec moi nos trois intervenants pour parler de ce sujet du coup d'un nouveau modèle éventuellement de développement urbain autour de l'autopartage. Moi, ce qui m'a frappé, alors je ne suis pas du tout experte de l'autopartage, mais ce qui m'a frappé en étudiant un peu le sujet, c'est qu'il semble qu'entre, on va dire, 2014-2019, donc un peu pré-Covid, il y a eu beaucoup de tentatives de autopartage résidentiel, donc mise à disposition d'un certain nombre de véhicules auprès d'un îlot de logements, de commerces, donc des grands noms de l'immobilier, hein, Nexity, ICAD, etc. Et puis après le Covid, plus rien. Donc on a trouvé plein d'articles de presse pré-Covid, et puis après, il n'y a pas vraiment de retour d'expérience très formalisé sur le sujet, si ce n'est il y a un document que je vous encourage à lire si ça vous intéresse, de l'Audiard à Rennes, qui a été fait en 2017, donc ça commence à dater un peu. Donc on n'a pas beaucoup de retours d'expérience. Là, nos trois intervenants, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on a trois types d'intervenants différents. Donc on a une commune, un promoteur et un aménageur. Donc c'est un peu trois échelons différents. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est les rôles justement des différents acteurs qui sont impliqués dans ces modèles et comment, donc, à la fois en termes de financement, mais aussi en termes d'organisation, comment tout ça se passe. Donc on va les entendre parce qu'on a pas mal d'idées, bon, sans trouver les solutions à tout ça, mais ils ont pas mal d'idées pour répondre aux questions qu'on peut se poser sur est-ce que ça peut fonctionner, comment on peut financer tout ça. Alors, donc j'accueille avec moi Antoine Jam, donc qui est à ma droite, adjoint au maire délégué à l'urbanisme et mobilité à la ville de Mélan, donc qui est une commune autour de Grenoble. Il nous en dira un petit peu plus. Arnaud Tournadre, je crois qu'il y a un R qui manque, mais qui est responsable du pôle aménagement et construction à la SPL Terrineuve et qui a gentiment remplacé au pied levé son collègue qui ne pouvait pas venir. Merci Arnaud. Et puis Pierre Girtaner, directeur régional de la région Aura au groupe Giboire, qui est un promoteur immobilier, dont il dira un petit peu plus aussi. Alors ce que je vous propose pour commencer cette table ronde, c'est de commencer chacun à votre tour par nous décrire, alors peut-être nous donner un petit peu plus de contexte sur vos organisations respectives, mais surtout nous expliquer quelles sont vos activités en termes d'autopartage le plus précisément possible, en nous disant voilà, le nombre de véhicules qui sont à disposition, pour combien de populations, en essayant voilà, d'être précis. Et ce matin, il y avait une table ronde où j'ai bien aimé la manière dont l'animateur a amené les choses. Il nous disait c'est quoi finalement les effets déclencheurs, les déclencheurs qui vous ont amené à mettre de l'autopartage dans ces activités. Voilà, je laisse peut-être Antoine commencer. Vous m'entendez? Ouais. Oui, donc Mélan, c'est une ville de la métropole grenobloise, donc banlieue de Grenoble. Gilles Namur, qui était de Grenoble précédemment, vous en a parlé. Une ville qui se construit pas mal. Quand on est arrivé aux commandes de la ville en 2020, sur l'année 2021, j'ai signé une dizaine de permis de construire d'immeubles collectifs ou d'immeubles de bureaux. Et chaque fois que je faisais une réunion de démarrage de chantier avec les promoteurs et les riverains, je me faisais systématiquement agresser par les riverains en disant il n'y a déjà pas assez de place de parking et en plus vous allez construire des logements et il n'y aura pas assez de place de parking, donc ça va encore empirer. Ou en plus nous on se garait sur la friche où vous allez construire, donc on va même plus pouvoir se garer. Donc c'est systématique. Je n'ai pas une seule réunion où ce genre d'agressivité arrive. Et donc, quelle solution on a quand on est dans une commune qui est membre d'une métropole? La métropole est en charge, à travers son PLU intercommunal et à travers son plan de mobilité, de définir que le nombre de places de parking lorsqu'on construit des nouveaux immeubles de bureaux ou de logements, des nombres maximum de places de stationnement, qui bien évidemment s'inscrivent dans une logique long terme où la voiture individuelle dont on est propriétaire est un concept qui va progressivement disparaître au cours des prochaines années. Et donc, comment on fait pour la phase de transition? Donc, on incite. On se retrouve dans une situation où il va falloir que les gens changent de comportement. Et donc, les transports en commun, c'est effectivement la métropole qui impulse, et donc nous, on ne peut que relayer. Le vélo, on fait en sorte que les vélos, les mobilités actives, là, on est un peu plus acteur pour agir sur les cheminements piétons, etc., pour favoriser la marche à pied et le vélo.
Et puis, voilà, donc en tant que commune, on a relativement peu de marge d'action. Donc, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une marge. Et en rencontrant ici présent Martin Lesage, en discutant avec lui, qui m'a dit, mais si, il y a des conventions qu'on passe avec les promoteurs, où lorsqu'un promoteur construit un nouvel immeuble, eh bien, on peut conventionner avec le promoteur. Et donc, j'ai signé une dizaine de courriers il y a 1 an et demi à peu près, pour chacun des promoteurs, en leur disant, mettez-vous en contact avec Cities. Et aujourd'hui, on n'a pas encore signé de convention. J'espérais que ce jour, je serais en mesure de faire signer Martin Lesage, Cities et les promoteurs. Mais on a au moins 3 ou 4 programmes immobiliers où on est quasiment prêt à signer ces conventions. J'en dirai peut-être plus tout à l'heure. Oui, merci. C'est très bien que Martin soit là. En effet, ce serait intéressant parce que du coup d'avoir le point de vue d'un opérateur aussi sur les modèles financiers, comment ça peut fonctionner. Je vous laisse enchaîner. Bien, bonjour à tous. Donc le groupe Giboire, nous sommes un promoteur, investisseur, exploitant d'opérations immobilières multiproduits. Et dans le cadre de notre stratégie environnementale, on souhaite aujourd'hui fortement réduire nos émissions de CO2. Donc on le fait évidemment dans la conception et la réalisation de nos opérations, ça va de soi. Mais on a voulu aussi réfléchir un petit peu dans le cycle d'exploitation de nos opérations immobilières. Et dans ce cadre-là, on réfléchit à inciter nos futurs acquéreurs, usagers, à repenser leur rapport à la mobilité. Donc fort de ça, donc Martin est un peu notre guide à tous ici. Donc Martin Lesage quand même nous a bien aiguillés sur ce sujet-là. On a aujourd'hui 2 opérations qui sont en cours d'expérimentation, donc une à Grenoble et une à Annemasse, où on a souhaité proposer, c'est des opérations multiproduits, où il y a du logement, du bureau, du commerce. Et on a proposé dans ces 2 opérations de faire ce que nous on appelle un hub de mobilité avec 4 composantes. L'idée tout d'abord, c'est que ces parkings soient 100% mutualisés, foisonnés, opérés par Zenpark, donc aucun acquéreur de place affectée. Ces parkings sont ouverts sur l'extérieur. La deuxième composante, c'est évidemment d'inciter à l'utilisation du vélo, donc avec des locaux vélos privatifs très qualitatifs, mais aussi des flottes de vélos électriques partagées mises à disposition d'entreprises. Et la troisième brique, qui est très importante pour nous, c'est l'autopartage. Donc dans ces opérations, le groupe Giboire finance 2 opérations à titre personnel, le groupe dans ces parkings-là. Cities, sur l'opération d'Annemasse, en finance 3 de plus. Puis la 4e composante de ce hub de mobilité, c'est avant tout l'animation, parce qu'évidemment, c'est bien beau de penser une infrastructure comme ça. Ce qu'il faut, c'est aider les gens à repenser leur rapport à la mobilité. Et nous, notre ambition, c'est que nos acquéreurs de logements acceptent enfin de n'avoir plus qu'une seule voiture. Nous, on en est à l'âge de notre stade de maturité. Donc, ils abandonnent la seconde voiture parce qu'on est au droit des déplacements communs, parce qu'on a un véhicule en autopartage. Et puis, pour nos preneurs entreprises, c'est les inciter fortement au covoiturage et de s'appuyer aussi sur cette offre en autopartage pour justement que leurs salariés viennent moins en voiture. Et donc, juste pour compléter, vous me disiez, vous financez 2 véhicules par projet, hein, c'est ça? Donc un sur Genève, un sur Annemasse. Grenoble, pardon. Grenoble et Annemasse. Oui, c'est ça. 2 véhicules sur Grenoble, 2 véhicules sur Annemasse. Et Cities en finance 3 de plus sur Annemasse, c'est ça? Voilà, mais en tout cas, voilà, nous, dans notre budget d'opération, on a effectivement 2 véhicules financés dessus et Cities en finance 3 de plus sur Annemasse. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc moi aujourd'hui je représente la SPL Territoire d'Innovation. Donc la SPL, donc une société publique locale. Ça me paraît important de rappeler ce que c'est. C'est une société de droit privé dont les capitaux sont 100% publics. Nous sommes détenus par des collectivités, en l'occurrence des collectivités du Pays de Gex, 7 communes du Pays de Gex, Pays de Gex Agglo et le département de l'Ain. On ne peut agir que pour nos actionnaires, dans la limite de nos statuts, vous allez voir pourquoi je vous rappelle ça après, et dans la limite des compétences de nos actionnaires. Donc on est aménageur, on a été créé en 2014, et Pays de Gex Agglo nous a confié la réalisation d'une opération d'aménagement qui s'appelle la zone d'aménagement concerté Ferney-Genève Innovation. Ça fait déjà 2 fois le mot innovation. Et donc cette opération d'aménagement à Ferney-Voltaire, aux portes de Genève,
juste derrière l'aéroport international de Genève. Son programme, c'est plus de 400 000 m² de surface de plancher, avec donc plus de 2500 logements au programme et un peu moins de 200 000 m² d'activité économique, donc sur 65 hectares. C'est un programme assez important. Et nous sommes une équipe assez engagée sur les questions de transition, assez ambitieux pour inscrire cette opération en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone et globalement, au-delà de ça, sur les réductions qu'on doit avoir de notre empreinte carbone. Et donc, du coup, on essaye d'agir sur les volets sur lesquels un aménageur peut agir. Alors, je fais toujours la même blague en disant, bon, bah, la consommation de viande, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment agir en tant qu'aménageur. Par contre, les sujets de construction, donc matériaux de construction, les sujets d'énergie, les sujets de mobilité, c'est des sujets sur lesquels on peut agir. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on s'est pas mal investi. Il faut comprendre aussi que même si on est dans une métropole d'1 million d'habitants, le Grand Genève, c'est 1 million d'habitants, 600 000 côté suisse, 400 000 côté français, avec une croissance démographique qui est l'une des plus fortes en Europe. On est à 2-3% par an là, depuis 10 ans. Principalement, les installations, elles se font aujourd'hui, et la croissance démographique sur France. Sur le pays de Gex, on est sur un territoire aujourd'hui à peu près 100 000 habitants. Alors c'est un peu compliqué de savoir parce que ça évolue très vite. 27 communes qui se voient comme plutôt une succession de villages ou de petites villes. Hein. C'est plutôt du urbain qui ne se voit pas vraiment faire partie d'une métropole. Et avec des normes de stationnement qui sont très importantes. On est à 2,5 places de stationnement par logement. Donc nous, c'est en particulier sur la mobilité, on essaye d'agir sur ces sujets-là. Donc déjà dans la ZAC, on a réussi à baisser la norme autour plutôt d'une place de stationnement par logement, ce qui est en cohérence en fait avec le taux de motorisation selon l'INSEE sur la commune, déjà à l'heure actuelle. Sur le fait d'amener des transports en commun. Enfin, là, après, c'est toute la panoplie classique, hein, mais notre objectif, c'est pas juste de dire il n'y a qu'à Faucon, il faut se passer de la voiture. Donc c'est tout le panel de l'offre. Ce matin, il a été évoqué le fait qu'en Suisse et en Allemagne, on voyait les choses de manière plus servicielle. Bon, voilà, on voit exactement les choses comme ça. On se dit qu'il faut amener les infrastructures de transport en commun, donc en tant qu'aménageur à l'échelle d'un nouveau quartier, des bandes cyclables, des pistes cyclables, des véloroutes, pour effectivement faciliter tous ces usages. Et même, je me permets d'aller jusque-là, sur les questions d'adressage des bâtiments. C'est-à-dire qu'effectivement, les locaux vélos super qualitatifs, c'est super important, mais aussi qu'ils donnent l'accès facile sur une voie qui est dédiée mobilité douce, par exemple. Voilà, c'est tout ça qu'on met en place. Et donc, en fait, je vous dis tout ça parce que le sujet mobilité, le sujet autopartage, il est venu dans ce cadre-là. On a souhaité, pour réduire la place de la voiture, on fait un parking mutualisé foisonné. Donc il y a une partie des stationnements qui sont sous les opérations immobilières et une partie des stationnements pour atteindre la norme de à peu près une place qui sont dans ce parking silo. Et ce qu'on voulait faire, c'était pas simplement un parking silo, on voulait déjà, voilà, il y a de la réduction, je dirais, voilà, avec 430 places, on va pouvoir accueillir plus de 600 utilisateurs. Donc déjà, en tant que tel, c'est une optimisation. Mais au-delà de ça, on s'est dit, l'idée, c'est d'en faire un hub, le mot a été dit juste avant, mais à l'échelle du quartier, des mobilités. Donc là, on est sur la première phase de l'opération, sur un peu plus de 1200 logements et hébergements, 430 places dans ce parking, et une flotte Cities. Donc on a signé une convention avec Cities pour la mise à disposition de 30 véhicules en autopartage. Voilà. Donc 30 véhicules pour combien de résidents, travailleurs ? Alors, il y aura un peu plus, déjà sur cette partie, donc un peu plus de 1200 logements et hébergements, donc voilà, 2500, 3000 habitants. Mais après, l'objectif, c'est que la flotte, elle serve au-delà. Enfin, il y a aussi des gens qui habitent déjà dans cette commune. Et donc, nous, l'idée, c'est toujours que cette opération fasse levier aussi pour les personnes qui habitent là ou les futures opérations qui sont hors ZAC. Donc, que ce soit sur les sujets de transport en commun ou les sujets d'énergie, à chaque fois, on se dit que l'opération, ça permet de venir amener une nouvelle offre
qui servira aussi au-delà de simplement des nouveaux résidents. Ouais, donc 30 véhicules pour 2500-3000 personnes, c'est quand même beaucoup. Contrairement, par rapport aux chiffres qu'on entendait ce matin, ça semble assez élevé. Et de votre côté, du coup, Pierre, vous avez, c'est combien de résidents à peu près? Nous, on n'est pas à la même échelle. Hein. Ouais. On est un simple opérateur immobilier. Grenoble, c'est une opération qui fait 11 000 m², donc on a 2800 m² de bureaux, donc ça va être à peu près 150 personnes, et on a une soixantaine de logements, et on a 1000 m² de commerce. Donc en nombre exact d'usagers, j'aurais du mal, mais bon, on parle à mon avis de 300 personnes, à peu près. Et Annemasse, c'est un peu plus grosse. Voilà. Mais, ouais, donc 2 pour 300-500, quoi. Voilà, 2 pour 300 usagers, je dirais que c'est à peu près, Ouais. il faudrait vérifier le chiffre que je viens de donner là, mais c'est à peu près ça. Oui. Et sachant que vous faites du foisonnement aussi sur le parking, hein, c'est ça? Et on a un parking 100% foisonné, mutualisé et ouvert sur l'extérieur. C'est aussi ça, on veut qu'il serve à l'ensemble du quartier, hein, parce que sur la presqu'île scientifique, ça permettra à certaines opérations justement de faire moins de stationnement pour que les gens se gardent. Alors, je reviens sur cette idée d'éléments déclencheurs qui vous pousse vers cette notion d'autopartage. Il a été mentionné le chiffre de 2 places de voiture, de parking par logement. Je crois que c'est ça que vous disiez, 2,5. Vous vouliez le diminuer à 1 place par logement. Je crois me rappeler qu'à Strasbourg, dans certaines zones denses, ils essayent de diminuer à 0,5 par logement. Donc on voit bien qu'il y a un levier là-dessus. Je sais que pour vous aussi, Antoine, c'était clairement un levier important. En même temps, je crois que c'est pas réglementaire, cette question. C'est à la discrétion finalement des communes, voire, oui, ça doit être les communes, c'est ça, hein, les mairies. Et je sais que vous avez par exemple une charte qui permet d'inciter vers ça. Oui, donc il y a vraiment deux niveaux. Il y a le niveau qui est purement réglementaire. Donc le niveau réglementaire, nous, c'est le plan de mobilité donc à l'échelle de la métropole qui définit qu'il faut effectivement réduire le nombre de places de stationnement, et il y a toute une cartographie qui indique, en fonction de la proximité de lignes de transport en commun dense, plus ou moins de places de stationnement par logement ou par mètre carré de bureau. Et puis, donc ça, c'est l'aspect réglementaire. Et après ça, il y a tous les aspects, j'allais dire, incitatifs. Et notamment, pour moi, l'autopartage rentre dans l'aspect incitatif. Alors, il est inscrit dans l'aspect réglementaire dans la métropole aussi. C'est-à-dire qu'au niveau de la métropole, lorsque le promoteur prévoit des places d'autopartage, il peut réduire le nombre de places de stationnement. Donc ça, c'est inscrit au niveau du PLUI. Nous, on est plutôt dans la démarche sur l'autopartage, sur la démarche plutôt incitative, en incitant effectivement les promoteurs à mettre en place, à favoriser les modes actifs et à mettre en place l'autopartage. Donc on a effectivement une charte communale d'urbanisme qui est un outil de discussion en fait avec les promoteurs pour les inciter justement à aller plus loin que l'aspect réglementaire et donc sur l'aspect autopartage à se mettre en relation avec l'opérateur qui est Citis pour nous. Oui, donc là, on a un élément déclencheur, un intérêt pour vous à inciter à cela. Et pour vous, promoteur Pierre, il y a bien un intérêt financier direct, hein, puisque c'est quoi? C'est 20 40 000 euros la place de parking à construire, donc ça limite le nombre de places à construire. Oui, alors en tant que promoteur, ce sujet du parking, je ne sais pas s'il est économique, parce que certes, ça nous coûte à construire, mais on commercialise, donc on ne vise pas forcément l'économie de prix, il faut que ça corresponde à une réalité d'usage pour nos clients. Donc on ne raisonne pas forcément en ces termes-là. Après, pour nous, avoir cette démarche sur les opérations que j'ai citées, c'est une manière aussi de les positionner et de nous adresser à une certaine clientèle. Voilà. Il y a des gens qui ont envie de s'engager aussi dans la transition écologique. J'ai parlé évidemment du hub de mobilité, mais dans le tiers-lieu, on n'a pas la prétention d'inciter les gens à arrêter de consommer de la viande, nous on l'a. Sur Grenoble, notre tiers-lieu, on est avec la fabuleuse cantine qui incite à l'anti-gaspi et à la cuisine végétale. Voilà. Donc on essaye de créer un écosystème dans cette opération avec des gens qui sont forcément un peu engagés, qui vont avoir envie de venir habiter ici, parce qu'on a des matériaux durables et parce qu'on a une proposition et sur la mobilité et sur les commerces en circuit court, d'avoir un écosystème. Donc voilà, nous c'est une cohérence d'ensemble sur l'opération, sur ce côté-là. Voilà. Oui, il y a peut-être un point sur lequel je voulais revenir pour que ce soit effectivement bien clair, et du coup ça permet de comprendre en fait l'état d'esprit dans lequel sont les élus de la commune, en l'occurrence celle de Ferney-Voltaire. C'est que dans le reste du pays de Gex, on est de 2 à 2,5 places
de voitures de parking par logement. Et en fait, eux ont le sentiment d'avoir déjà consenti un effort énorme parce qu'on a baissé la norme à 1. Donc en fait, dans les dispositifs qu'on utilise, moi ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir, ou en tout cas d'essayer de convaincre les élus que même si sur le papier, à la fin, il y aura moins d'une place de stationnement par voiture, parce qu'avec la mutualisation et le foisonnement qu'on fait dans le parking, on peut justifier en fait, de continuer de baisser la norme, c'est de leur présenter un service qui est équivalent, voire supérieur. En fait, c'est d'essayer de les amener. Alors ce matin, ça a été évoqué, ce sujet de formation des élus, de formation des services. C'est vraiment un sujet qui est assez compliqué. Je vais prendre enfin peut-être qu'on parlera plus tard des difficultés, mais je prends un exemple où donc on a cette flotte de 30 véhicules, peut-être pour comprendre le fonctionnement. Nous, on a signé cette convention avec Cities. On a à peu près une quinzaine d'opérations immobilières sur cette partie de l'opération. L'idée, c'est que chaque promoteur achète 2 véhicules. En contrepartie, ces futurs résidents auront 3 ans d'abonnement et un certain crédit d'utilisation des véhicules. Donc, c'est tout bénef, parce que ça veut dire que les gens qui viendront habiter là, ils auront la possibilité de s'inscrire gratuitement au service, de l'utiliser pendant 3 ans. Ils ont même un crédit pour amorcer le truc. Donc, c'est ultra incitatif. Et donc, voilà, l'idée, 15 x 2, c'est d'arriver... voilà. Sauf qu'il y a une question de ratio pour effectivement bénéficier des moins 15% au titre du L151-31 du Code de l'urbanisme. En plus, c'est marqué mise à disposition de véhicules propres en autopartage, une réduction d'au moins 15%. Alors, ça veut dire 15, 20, 25. Est-ce que c'est proportionné au nombre de véhicules? C'est pas clair. Donc ça, c'est très compliqué, du coup. C'est un sujet qui est assez complexe de discussion avec les services, avec les élus. Et évidemment, sinon c'est trop simple, on n'est pas du tout arrêté sur le même ratio, parce que voilà, 15%, on dit 15%, ça fait 1 pour 6. Bon, ils sont sur 1 sur 3 et ils ont l'impression effectivement de nous faire une fleur là-dessus. Donc derrière, il y a un sujet du coup économique, parce que si on a, voilà, aujourd'hui nous on a 30 véhicules, la demande de la ville ce serait plutôt 60 ou 90. Bon, à un moment donné, on disait déjà que 30 c'était peut-être beaucoup. En tout cas, c'était voilà. Donc voilà, il y a un sujet qui est effectivement assez complexe à ce niveau-là, de réussir à faire comprendre le fonctionnement. Ce qu'on a eu aussi, c'est de la part de la collectivité. Ok, alors il y en a 2 ou plus, voilà, ils n'étaient pas d'accord avec le 2, mais ils seront dédiés que au lot en question. C'est-à-dire, vous avez 80 logements, ils vont prendre 3 véhicules en autopartage, ils sont dédiés il n'y a que les résidents de cet immeuble qui pourront prendre les 3. Alors on a dit, mais en fait, le principe d'avoir une flotte de 30 véhicules, c'est qu'en fait, les gens se disent, c'est formidable, j'aurai toujours une voiture qui sera dispo, elles sont toujours là dans le parking. Voilà. Et donc, voilà, il y a un travail de pédagogie très fort. Alors après, je dis pédagogie, je ne veux pas prendre le sujet de haut, parce que est-ce qu'on est certain que ça va complètement marcher? J'en sais rien. Par contre, on se dit qu'il y a un frein quand même à l'utilisation de ce genre de service. C'est le fait de se dire, j'ai 2 véhicules en bas de chez moi, je vais m'inscrire au service. Quand je voudrais l'utiliser, il n'y aura jamais le véhicule au moment où j'en ai besoin. 30 véhicules à l'échelle d'un quartier comme ça, on se dit que voilà, forcément, il y aura toujours un véhicule dispo quand effectivement les gens souhaitent en utiliser un. Un tout petit point avant de vous laisser la parole, Antoine. C'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure de cette question de faire, du coup, de réserver des véhicules aux îlots. Et on se demandait dans quelle mesure on ne peut pas aussi favoriser des expérimentations plutôt que d'arriver avec forcément des solutions en amont. Parce qu'il y a aussi la question de l'autopartage en groupe. Par exemple, moi, j'ai pas de voiture, j'habite à Paris intramuros. Et il y a une dame dans mon conseil de quartier qui dit, moi, j'ai une voiture, je peux pas la garer parce qu'évidemment, dans Paris 18e, on diminue le nombre de places de stationnement de manière très importante. Donc, elle ne peut pas la garer. Et en même temps, le parking, il coûte 200 € par mois. Donc, elle dit, moi, ma voiture, je ne sais pas quoi en faire. Et j'en ai besoin pour aller dans la Sarthe pour voir mes parents. Donc, je la garde, mais je n'ai pas envie. Et moi, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser avec des gens dans le quartier? Donc là, on se retrouve plus au contraire de la mutualisation avec plein de gens à l'échelle d'une ZAC pour favoriser la chance que j'ai d'avoir accès à un véhicule dispo au bon moment. Là, on se retrouve plutôt avec un partage à l'échelle d'un voisinage, par exemple, ou d'un immeuble, ou d'un quartier qui pourrait aussi fonctionner. On pourrait faire des tests éventuellement. Bon, c'est une petite remarque, mais je vous laisse la parole, Antoine.
Oui, je voulais peut-être compléter en disant qu'aujourd'hui, nous, on est dans une démarche sur des permis de construire qui ont été conçus avant qu'on arrive. Et donc, le nombre de places de stationnement avait déjà été calibré. Donc, on est plutôt dans une phase de recouture, d'essayer d'améliorer les choses. Ce qui sera différent, effectivement, on a un projet d'écoquartier au cœur de la ville, où là, effectivement, on pourra intégrer vraiment les questions de mobilité dès la conception du programme. Je voudrais citer un exemple où un promoteur... il était plutôt favorable, effectivement. Suite à notre courrier, il avait répondu qu'il était favorable. Mais bon, on en était resté à l'accord de principe. Et un jour, il me rappelle en me disant, suite au problème, on a fait des études dans le sol. Finalement, du stationnement en deuxième sous-sol, ça ne va pas être possible. À Milan, c'est impossible de construire à R-2, mais bon, il ne le savait pas. Donc il dit, je vais être obligé de faire un permis modificatif en réduisant le nombre de places de stationnement. Je lui ai dit, monsieur, je suis bien d'accord, mais vous me signez une lettre d'engagement avec Cities. C'est-à-dire que je ne pourrais pas signer un permis de construire qui réduit le nombre de places de stationnement, même s'il est conforme au PLUI. Je tordrai le cou à l'aspect réglementaire, mais je ne signerai pas le permis de construire modificatif si, entre-temps, vous n'avez pas signé une lettre avec Cities. Parce que, voilà, il y a un moment donné où, effectivement, j'allais dire, l'autopartage devient à ce moment-là vraiment un atout. Et là, on était vraiment dans une solution où, effectivement, ça aurait été, pour le quartier, une vraie révolution, vu le nombre de places de stationnement qui seraient restées. Ça, c'était le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on fait en sorte soit que les véhicules sont à l'intérieur de la nouvelle copropriété ou de l'immeuble de bureau, mais accessibles à l'extérieur aux habitants du quartier, soit que les places, si ça n'a pas été prévu d'origine, comme c'est le cas sur 2-3 opérations, on les met sur l'espace public. Et donc à ce moment-là, c'est la collectivité, la commune ou la métropole qui prend en charge l'aménagement de la place, ce qui permet de garantir qu'effectivement cette place sera effectivement visible pour les habitants du quartier et plus facilement utilisable, appropriable par les habitants du quartier. Et sur cette question de la sensibilisation des élus, c'est quoi votre regard, vous Pierre et vous Antoine aussi, est-ce que vous constatez la même chose? J'ai l'impression qu'il y a des élus très moteurs, au contraire, on l'a vu ce matin, hein, Jérôme Nury par exemple, très moteur, et parfois c'est l'inverse. Je pense que sur Auvergne-Rhône-Alpes, on peut dire qu'aujourd'hui, 98% de nos élus sont quand même très très moteurs. Bon, on a évoqué... il y a quelques exceptions. Mais de manière générale, on est des moteurs. Voilà. Et puis quand on a parlé de ratios de stationnement qui doivent faire tomber dans les pommes quelques personnes dans la salle, puisqu'on a certains ratios sur nos quartiers où on est plutôt à 0,1 place par logement dans Lyon. Donc il faut bien avoir ça en tête. Donc non, aujourd'hui, il y a une vraie sensibilité des élus là-dessus qui nous pousse forcément à y réfléchir et à y répondre. Et le sujet maintenant, c'est ensemble, en tant qu'acteurs qui fabriquent la ville, de faire en sorte que nos clients l'acceptent. Voilà. Ça, c'est pareil qu'on fait, parce que nous, il y a un moment, il va falloir vendre. Hein, et donc, on a tout un enjeu autour de ça. Et je pense que pour y arriver, déjà, il faut bien penser les opérations avec plusieurs offres de mobilité. Hein, on a parlé autopartage, vélo, etc. Il va falloir penser les modèles économiques. On l'a évoqué avec Arnaud. Donc, grâce à Martin, on a 3 ans de gratuité pour nos acquéreurs. C'est bien. Est-ce que c'est suffisant ? Voilà, je sais que nous... non, mais je ne sais pas. Voilà, il va falloir regarder ce sujet-là pour que les gens demain abandonnent leur véhicule. Est-ce que ça va être suffisant ? Et puis, au-delà des sous, je pense qu'il va falloir animer, présenter ça. Moi, à titre personnel, dans Lyon, je suis d'une génération un peu plus attachée à la voiture, je ne suis pas lyonnais. Avec la politique de nos élus, ça devient une horreur de voyager en véhicule dans Lyon. Donc, je me suis mis au vélo. Plus par contrainte que par conviction, je le reconnais, malheureusement, mon corps défendant, mais qu'importe. Donc, quand je le peux aujourd'hui, j'utilise le vélo et je me suis mis à redécouvrir ma ville. Voilà. Et je prends un plaisir, en fin de compte, énorme à me déplacer en vélo. Donc, je l'ai fait un peu sous la contrainte. Mais aujourd'hui, dès que je peux prendre mon vélo, je le fais et c'est un vrai plaisir. Donc il faut qu'on arrive à mettre en selle nos acquéreurs, comme moi je l'ai vécu sur Lyon, mais peut-être de manière plus spontanée, que les gens, on leur donne envie, alors je ne sais pas encore comment, mais c'est tout l'enjeu. Et sur l'autopartage, au-delà de la solution que Martin nous offre, les équipes de Cities, qui sont très ancrées à Grenoble,
vont venir présenter le service. Et moi, ça, je crois beaucoup. Il faut aller vers les gens, leur expliquer ce qu'est l'autopartage, comment ça va marcher, que la voiture, j'espère qu'elle sera là. Et si à un moment, on sent qu'il n'y en a pas assez, on en mettra une troisième. Donc il y a un gros enjeu autour de l'animation, de l'appropriation. Et puis, rappeler aux gens que la voiture, c'est quasiment un tiers des émissions de CO2. Quand même, on en parlait ensemble quand on a préparé ça. Hein. Quand on voit le poids carbone de chacun des Français aujourd'hui, c'est un levier majeur de la réduction des émissions de CO2. Donc je pense que la sensibilisation et l'animation sont clés dans ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la question. Est-ce qu'il y a une... C'est juste si vous vouliez réagir, mais je crois qu'Antoine voulait réagir aussi. Non, après, moi, je voulais réagir sur les questions de bilan carbone, parce qu'effectivement, je l'ai dit au début en introduction, nous, c'est un sujet qui nous guide énormément, et effectivement, il y a des territoires où voilà, on est à 0,1, 0,5, etc. Donc, effectivement, nous c'est un sujet sur le... Je sais plus ce que je voulais dire, en fait. je vais retrouver après, et je vais revenir là-dessus. Oui, sur le stationnement, donc effectivement, c'est toujours des situations difficiles. On a eu un cas récemment où, dans le cas de réaménagement d'une ligne de bus, on avait sur la voirie une vingtaine de places de stationnement qui étaient amenées à disparaître. Et donc, la métropole qui gérait, qui pilotait le projet, nous a proposé de reconstituer ces 20 places de stationnement sur un espace un peu délaissé qui appartenait à la commune. Donc les projets avançaient jusqu'au moment où ils nous ont présenté la douloureuse. Comme c'était sur un espace communal, ils ont dit la règle, c'est que c'est la commune qui paye. Ils nous ont dit c'est 600 000 euros. 600 000 euros que divise, je crois, 20 places de parking à peu près, ça faisait 30 000 euros la place de parking. Donc entre nous, on n'était pas très chaud. Donc ce qu'on s'est dit, on a été voir les habitants concernés et ça a été très clair. C'est-à-dire qu'on a tout de suite mis les 30 000 euros la place de parking. On a dit, les 600 000 euros, c'est à la commune de payer. Soit qu'on met les 30 places de parking et on va devoir supprimer un projet sur la commune. Soit qu'on accepte, soit que vous acceptez avec nous qu'on ne fasse pas de parking. La discussion, elle n'a pas duré 5 minutes. Hein. Honnêtement, tout le monde, y compris des gens qui étaient quand même assez pro-bagnole, il y a une unanimité pour dire on ne fait pas le parking. Donc, c'est-à-dire que l'aspect financier est effectivement quelque chose de très important dans les leviers. Alors, je voudrais qu'on passe à notre autre question qui concernait justement la question de l'usage. C'est-à-dire, est-ce que ça marche en fait, cette question d'autopartage résidentiel. Alors, quand on a préparé la session ensemble, il y avait plein d'idées. Pierre donc de Giboire a mentionné la question de l'animation, la sensibilisation. Ça, c'est clé. Et c'est en même temps difficile à faire. Donc, je sais que vous faites appel à ce qu'on appelle un assistant à maîtrise d'usage. Mais c'est quelque chose aussi, c'est-à-dire que si c'est délégué à, par exemple, un gestionnaire de parking, on en parlait, ça va être, si c'est pas son métier, de faire de la concertation, vraiment de la sensibilisation de terrain, un peu ludique, autour de différents, un bouquet de mobilité disponible pour les résidents, ça risque de pas marcher. Donc ça, c'est une première chose, je vous donne un peu en vrac, ce que vous m'aviez évoqué. Il y avait le lieu des stationnements. Est-ce que ces places d'autopartage, elles sont en voirie ou en sous-sol? Donc combien de véhicules, ça on l'a un petit peu mentionné. Les types de véhicules aussi, ça a été mentionné ce matin, que ce soit des véhicules de très bonne qualité qu'on a envie de conduire ou que ce soit une panoplie de véhicules pour différents usages qui soient mis à disposition des résidents. Et puis la question du foisonnement, mais aussi, je ne sais plus si vous l'avez mentionné, mais entre, oui, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire entre à la fois résidents et travailleurs. Donc ça, c'est un peu ce que vous m'avez mentionné en vrac. Donc vous choisissez ce qui vous semble le plus pertinent. Alors d'abord, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Donc, je voulais réagir effectivement sur l'aspect économique. On demande aux promoteurs, je vais arriver tout de suite après sur... On demande aux promoteurs de construire en bois là, depuis 2021. On les oblige à construire en structure bois. Donc ça a un coût plus important. On leur demande des niveaux de performance qui sont assez élevés. On leur demande l'équivalent du Minergie P, donc, qui est une labellisation en Suisse, une certification en Suisse. Et donc du coup, nous, on voit ça aussi comme un moyen économie carbone, économie financière, puisque effectivement, le coût des places de stationnement est effectivement assez
assez onéreux. C'est un moyen aussi d'optimiser finalement les parkings. En fait, tout se tient. Ça me permet d'optimiser les parkings qui sont faits sous les opérations immobilières, de les faire sous les bâtiments, de maximiser la pleine terre. Donc voilà, quand on tire le fil, il y a plein de choses qui arrivent avec ça. Et donc voilà, donc c'est aussi un sujet d'optimisation là-dessus. Sur la partie bilan carbone ensuite, moi, mon espoir, ce que je commence à voir, c'est aussi l'impact de la RE 2020. C'est-à-dire que plus on va avancer dans la RE 2020, plus, désolé, hein, mais sur la promotion, vous allez vous faire cartonner sur effectivement le parking, parce que effectivement, c'est extrêmement dépréciatif pour le bilan. Et donc ça, c'est important. Et après, la question à l'usage, nous, le parking silo, on l'a voulu réversible. Les parkings silos, c'est pas nouveau. Ça fait 60 ans ou 70 ans qu'on en fait, enfin quasiment depuis après la Seconde Guerre mondiale. Donc avec l'essor effectivement de l'automobile. Mais là, du coup, on a intégré le sujet en se disant bon, on espère que le besoin va baisser. Donc c'est aussi pour répondre par rapport à la question de la norme, en se disant bon, tant pis, ça c'est une bataille qui va être trop compliquée avec les élus, donc dont acte. Mais on va fournir des services et faire en sorte que les infrastructures qu'on fait soit réversible. Et là, l'autopartage, ça participe complètement de ça. Et notre parking, il y a 4 niveaux de parking, mais en fait, il y en a 3 qui sont complètement réversibles. Donc peut-être que dans 20 ans, il n'y en aura plus qu'un avec 100%, enfin, je ne sais rien, peut-être certains nombres de véhicules en autopartage en fait, qui seront dedans. Et il y avait la question de l'avis des promoteurs. Les promoteurs sont, nous, plutôt favorables pour toutes les raisons que j'ai aussi évoquées là, la donnée INSEE, etc., etc. Mais quand on discute avec les services de commercialisation, parce que vous devez vendre les logements ou les produits que vous avez, on a eu une réaction qui était assez marrante, qui était de nous dire, en interne, on n'est pas tous d'accord. Et en fait, nous, on n'a jamais prétendu que tout le monde allait abandonner sa voiture et prendre le vélo, les transports en commun et les services en autopartage. Évidemment, c'est ce qu'on souhaite, mais on ne prétend pas du tout ça, et ce n'est pas du tout l'objectif. Voilà. Et tant mieux que ça crée du débat et qu'il y ait effectivement des profils de clientèle ou d'usagers qui vont être extrêmement différents. Sur la question de l'animation et des véhicules, donc nous les véhicules sur la flotte, donc il y a 60% en citadine, 30% berline, 10% utilitaire. L'idée c'est effectivement voilà, à la fois par le nombre et les typologies de pouvoir se dire ok, repartir quelles sont nos utilisations de la voiture ou plutôt quelles sont nos utilisations, quelles sont nos mobilités, et d'offrir un service qui répond même mieux que la voiture en propriété individuelle, financièrement, etc., à chacun de ces besoins-là, donc y compris à travers le service de l'autopartage. Et sur la question de l'animation, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de montage, mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on est titulaire de la concession d'aménagement pour encore quelques années, et on a modifié, c'est pour ça que je disais ça en introduction, on a fait modifier nos statuts pour ajouter la question de la gestion de services de mobilité. Et donc on est en pleine consultation là, pour avoir un opérateur pour nous accompagner sur la gestion du parking et de ses services. Voilà. Et puis bon, de toute façon, Cities va aussi forcément commercialiser, communiquer, etc. Mais au-delà de ça, on aura aussi un local pour tous les services mobilité, la vente de titres de transport, etc. Et c'est embarqué dans le marché qu'on est en train de passer. Et rappelez-nous les types de véhicules qui sont à disposition parmi les 30. Alors 60% en citadine, 30% en berline et 10% en utilitaire. Et avec de l'électrique et puis de l'hybride aussi. Voilà, qui est aussi différents types de motorisation. Encore une fois, c'est aussi pour aider au changement. Enfin, voilà, on peut pas. Ça a été dit plein de fois aujourd'hui, mais effectivement, la conduite du changement, on peut pas passer d'un coup. Il y a une crainte sur l'électrique, etc., etc. Donc, c'est intéressant qu'il y ait différents types de véhicules et de motorisation. Ouais. En tout cas, dans un premier temps. Merci. Pierre, vous voulez nous donner un peu de détails aussi sur ce que vous prévoyez ? Alors, on va acquérir avec les équipes de Cities, mais on est dans la même approche et qu'on est conscient que dans l'autopartage, il y a différents usages. Donc, l'idée, c'est d'avoir une citadine électrique, probablement une berline, pour permettre aussi aux gens, s'ils ont des trajets plus longs, on est dans des zones de montagne, par exemple, ils puissent accéder en montagne. Donc, l'idée, c'est d'avoir 2 véhicules qui correspondent à des comportements complémentaires. Moi, je voulais juste réagir sur le côté, puisque vous savez que la promotion est mise à mal en termes de vente de logements ces temps-ci, donc sur le sujet de la vente.
ce qu'on pense, c'est que c'est des solutions qu'il va falloir effectivement vendre. Et pour ça, il faut bien préparer. Et voilà, on a préparé cette table ronde et il y a des acteurs de la fabrique de la mobilité avec qui j'ai pu échanger grâce à vous, qui connaissent bien et qui vont nous aider justement à expliquer aux gens déjà tout ce qu'il existe en termes d'offres de mobilité. Et ça va être, c'est comme ça qu'on va arriver à vendre, c'est qu'en leur disant qu'ils ne vont pas perdre quelque chose, c'est qu'avec ce nouveau rapport à la mobilité dans un parking mutualisé, avec de l'autopartage, eh ben, ils vont pouvoir repenser différemment les choses et que ça peut avoir aussi un vrai impact sur leur pouvoir d'achat, que ça peut leur coûter moins cher. Et ça, il va falloir qu'on travaille, qu'on prépare avant la mise en vente, parce que sinon, ça pourrait être un frein à la vente, mais nous, on compte en faire une opportunité. Et j'espère que l'avenir nous rendra raison. Il faudra bien qu'on bosse notre argumentaire. Mais il y a un vrai sujet autour de ça, oui. Oui, et ce qu'on entendait ce matin, c'est que l'argument écologique n'est pas forcément tout le temps le meilleur pour convaincre dans la conduite du changement. Donc ça peut être économique ou autre. Et c'est vrai que quand on préparait cette table ronde sur les sujets d'animation, il y a aussi tout le tissu associatif autour des mobilités qui existent sur les territoires. On l'entendait ce matin avec Dromolib, par exemple, qui fait un excellent travail sur un territoire donné. Donc il y a aussi toutes les plateformes de mobilité solidaire qui sont actives. Et c'est des choses qui se tissent, c'est-à-dire que il faut des gens qui connaissent bien le terrain pour que ça fonctionne et qui connaissent bien les différentes alternatives. Et c'est ça qui fonctionne, ça ne peut pas être trop descendant. Oui, alors sur ce sujet, pour compléter, je disais tout à l'heure, Mélan, c'est 20 000 habitants. En fait, c'est 30 000 habitants. Parce que pour nous, il y a 20 000 habitants qui vivent, qui dorment à Mélan, mais il y a à peu près 10 000 salariés. On est la première technopole de France, c'est Innovalet, à Mélan et Montbonneau, la commune d'à côté. Et donc, sur les 20 000 habitants qui dorment à Mélan, pour nous, effectivement, faire une opération d'autopartage au moment où on construit un nouvel immeuble, on a un véritable levier de changement de comportement. Je crois que ça a déjà été dit. Quand vous allez acheter un appartement nous, à Mélan, c'est 4 000, 5 000 euros le mètre carré, ça peut être l'occasion de se dire, si je prends une voiture, j'ai une place d'autopartage qui va se mettre en place, 1, 2 ou 3, suivant la grandeur de l'opération. Je vais peut-être pas abandonner ma deuxième, voire ma troisième voiture, suivant la taille de la famille. Et donc, l'économie qu'on fait en vendant sa deuxième ou troisième voiture, ça va peut-être permettre que dans le cadre de son opération immobilière, de se payer peut-être une cuisine un peu mieux intégrée que ce qu'on avait prévu. Donc, ça peut être vraiment un levier d'aide au déclenchement de changer un peu de comportement. Et pour les 10 000 autres habitants de Mélan, qui sont les salariés, que nous on accueille avec grand plaisir, eh bien, quand on parle avec les promoteurs, on en a un avec qui on est en discussion. Alors, c'est vrai qu'il affiche le grand panneau de pub qui dit demain 5000 m² de bureau. Il dit nombreuses places de parking disponibles. Donc, ça, dans les atouts commerciaux, ça existe toujours. Et en même temps, il discute avec nous et avec Cities. Parce que, et nous, un des éléments qu'on lui dit, c'est la place d'autopartage que vous allez mettre à disposition et que vous allez financer. C'est un outil parce que Innovalet, il y a un plan de mobilité interentreprise. Et donc dire, déjà, quand les futurs employés des entreprises vont s'installer dans votre immeuble, ils auront déjà une place d'autopartage. Et puis après ça, à vous de voir avec l'association Innovalet qui gère le plan de mobilité interentreprise, l'aspect transport en commun, etc. Je voulais juste un petit complément. Nous, notre ambition, je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est que les abonnements Cities demain soient financés donc, dans nos immeubles de bureaux par les sociétés qui viennent. Donc on offre la gratuité 3 premières années, mais on aimerait que les gens qui prennent à bail les bureaux ou qui les achètent s'engagent à payer l'abonnement pour le collaborateur, ce qui faciliterait l'usage. Et dans le résidentiel, l'ambition, si on y arrive, ce serait que ce soit le syndicat des copropriétaires qui paye l'abonnement Cities aussi. Voilà. Et ça, ce sera une manière d'ancrer ça dans le long terme. Je ne sais pas si on va y arriver, mais c'est ce qu'on va essayer de faire en tout cas. Et je pense que c'est le bon moyen aussi de pérenniser le sujet. Ouais.
Alors voilà, c'était notre troisième temps, c'était sur cette question de l'effet qui peut être déceptif parfois, on en a parlé, hein, au bout de 3 ans, donc le promoteur s'arrête de financer l'offre d'autopartage dans ces îlots résidentiels ou de travail. Et là, du coup, ça ne veut pas dire que les gens continuent à l'utiliser, parce que l'abonnement peut être trop cher, ou alors ils n'ont pas pris l'habitude, donc là, pouf, tout s'arrête. Donc ça, c'est quelque chose qui a pu être observé, donc on s'est demandé un peu en préparant, finalement, qu'est-ce qui pourrait fonctionner comme dispositif. Donc on s'est dit en effet, est-ce que ça pourrait... Donc finalement la question c'est qui paye? Est-ce que c'est forcément l'usager directement? Est-ce que ça pourrait être l'employeur? Alors est-ce que par exemple via le FMD, donc le forfait mobilité durable, ça pourrait marcher? Le FMD actuellement il permet de prendre en compte l'autopartage. Donc vous savez le FMD c'est en gros on vous prend en charge une partie de vos abonnements ou même de votre vélo, de tout transport que vous utilisez durable pour aller au travail. Donc ça prend en charge l'autopartage mais uniquement électrique, hybride, rechargeable d'ailleurs, ce qui est pas très écologique, ou hydrogène. Donc pas thermique. Donc du coup ça réduit forcément l'usage de l'autopartage. Qu'est-ce qui pourrait être d'autres comme possibilité? Donc le syndic, on l'a mentionné. Est-ce qu'il pourrait y avoir des subventions type, on a parlé des ZFE ce matin aussi, est-ce que ça pourrait rentrer dans ce type de subvention? Ou est-ce que Cities dans la salle a d'autres d'autres options pour pérenniser tout ça? Sur le dernier point, vous avez cité ZFE. Effectivement, donc la métropole de Grenoble, on a une ZFE et on a vraiment fait, au niveau de la métropole, un effort très important sur les mesures d'accompagnement, soit pour, j'allais dire, permettre aux gens de revendre leur véhicule et d'acheter un véhicule compatible avec la ZFE. Donc ça, c'est le moindre mal, mais surtout ce qui est beaucoup mieux, c'est d'autres packages qui consistent à dire on vous donne un forfait mobilité qui vous permet d'avoir un abonnement de transport en commun, une location de vélo, etc. Et aussi de rentrer dans l'offre Cities. Donc voilà, donc ça, la métropole de Grenoble a mis ça en place. Et donc, des gens qui sont dans la ZFE, qui avaient un véhicule polluant qui ne peuvent pas l'utiliser, et demain, ils peuvent choisir un cocktail entre les transports en commun, le Cities, le vélo, à eux de choisir. Et donc ça, c'est réservé aux résidents ou aux travailleurs qui rencontreraient des difficultés d'accès dues à la ZFE. En fait, c'est ça, c'est réservé. Donc ça, effectivement, c'est sous condition de ressources. C'est une question qui est effectivement très importante sur la pérennité. Je pense que la piste de est-ce que ça devient une espèce de partie commune dans les copros que de détenir, là, en tout cas aménageur, je suis plutôt à l'impulsion du sujet. On en parlait tout à l'heure, en fait, la question de l'expérimentation et des itérations. Je l'ai dit tout à l'heure. Je prenais un peu la ville de Vaud, enfin la collectivité, en disant ils ont rien compris. Bon, mais en même temps, je suis pas non plus certain complètement. Enfin, j'espère que ça va évidemment fonctionner, mais j'en suis pas complètement certain. Donc, nous, on se positionne plutôt en se disant qu'on sera, en ayant changé nos statuts et en étant en fait aussi compétents sur les sujets de mobilité, d'avoir cette possibilité de réagir en fait. Voilà, donc on part là-dessus et puis on verra en fait si ça marche, si ça marche pas. Enfin, je ne pense pas que ça marche complètement ou que ça ne marche pas du tout. Je pense qu'il y aura un entre-deux et de voir ce qu'il faudra effectivement adopter. Moi, je reviens juste sur un point, sur la question de la pérennité. J'ai l'impression que quand même l'incitation, le fait de rentrer dedans, etc., de pouvoir utiliser le système. Parce que là, ce n'est pas que l'abonnement, c'est aussi un crédit. Donc, c'est pas juste j'ai l'abonnement, bon, mais si je l'utilise, je vais avoir un truc à débourser. C'est j'ai l'abonnement et un crédit. Donc, je peux vraiment tester. Et l'aspect économique, évidemment, vous l'avez dit, c'est pas certain que l'aspect environnemental soit toujours le. Je pense que l'aspect économique, c'est sur la communication. Et, voilà, le coût a été rappelé tout à l'heure. Alors, il est variable, hein, mais 400, 500, 600 euros par mois, voire plus, quand on intègre le coût d'achat, etc., d'entretien. C'est énorme. Moi, à titre personnel, c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Alors, si vous allez regarder sur Internet, les logements libres dans notre opération, ça démarre à 6 500 du mètre carré. Hein. Donc, c'est pas super social. Par contre, on a 45% de logements sociaux et de logements abordables. Et moi, mon objectif, c'est aussi que les gens puissent se payer en fait tout ça et qu'ils puissent faire une bascule en passant d'un truc qui leur coûte 600-700 euros par mois à du transport en commun, de l'autopartage, etc., qui va leur coûter moitié moins, qui est meilleur pour la santé, qui est meilleur pour leur santé personnelle, mais aussi, c'est des évidences, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais pour la santé collective, etc., etc. Donc,
Voilà, à mon avis, l'argument économique, il est effectivement très puissant. Aussi, on avait cette réflexion avec un promoteur où on se disait finalement, quelqu'un qui achète un appartement de 45 ou 50 mètres carrés, un T2 entre 40 et 55 mètres carrés, qui achète une place de parking. La place de parking, bon, c'est une certaine surface, mais si on moyenne sur un parking en sous-sol, c'est à peu près 30 mètres carrés en comptant les circulations, etc. Donc en fait, c'est fou. C'est-à-dire quand vous achetez un appart, un espace dans lequel vous vivez, une partie, et peut-être maintenant vous télétravaillez, qui fait 45 ou 50 mètres carrés, et puis vous avez en fait une place de parking qui équivaut à 30 mètres carrés, c'est presque la moitié de ce que vous achetez. Alors c'est pas le même prix mètre carré, etc. Mais en fait c'est complètement, enfin quand on réfléchit à ça, et on va pas aller vivre. Enfin, la question de la mutabilité, j'en parlais tout à l'heure, parce qu'on va pas aller vivre dans son. Peut-être qu'il va faire tellement chaud qu'on va être obligé d'aller vivre dans son garage, mais voilà, ça fait réfléchir en fait sur ce qu'on achète et sur effectivement le budget. Il faudrait peut-être aussi que les banques l'intègrent dans leur réflexion sur justement le financement. Je ne sais plus qui disait que, vu le prix du mètre carré du parking, on a le choix entre loger son gamin ou sa voiture. Alors avant de passer aux questions, je fais un petit appel du pied à Elodie de l'ADEME, parce que je me dis, en fait, il faudrait vous donner rendez-vous dans 5 ans, ou je ne sais pas quelle est l'échéance exactement de vos projets, mais pour voir si ça marche, et du coup, mettre, éventuellement financer de la recherche qui puisse suivre ça, vraiment suivre l'usage, suivre la pérennité, comment ça fonctionne. Donc, appel du pied à l'ADEME pour suivre tout ça. Je vous invite à poser vos questions, si vous en avez. Vous pouvez lever le doigt bien haut, et on va vous apporter le micro. Merci. Donc Kevin Tekaya, je suis développeur chez Getaround, une plateforme d'autopartage. Ma question, c'est un sujet que j'ai vu assez peu abordé aujourd'hui, plus une réflexion. C'est celui de l'inclusivité, l'inclusion de toutes les franges de la population. J'ai l'impression qu'on a parlé un petit peu ce matin de tarifs sociaux. J'ai l'impression qu'on oublie aussi qu'il y a une diversité des voitures, mais aussi des équipements des voitures qui s'adaptent en fait à la diversité de la population. Et donc, il y a beaucoup d'offres d'autopartage, j'ai l'impression, qui font un peu fi de tout ça et du coup vont pas ou mal adresser certains secteurs, comme par exemple les jeunes qui sont très difficiles à assurer pour les voitures. Donc, ils ont moins accès à l'autopartage. Résultat, ils achètent une voiture. Les familles avec les sièges auto, évidemment les personnes avec handicap. Est-ce que ces questions-là, j'ai l'impression qu'on ne se les pose pas aujourd'hui parce qu'on est un peu dans la mobilité de niche aujourd'hui et on a un peu les grands rêves, mais il ne faut pas oublier que si on veut avoir ce grand rêve, en fait, il faut partir avec tout le monde, quoi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne part pas avec tout le monde. Merci. On va prendre les 3 questions. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que parmi les problèmes rencontrés avec les modèles d'autopartage, on a notamment donc, les migrations horaires qui rendent les gestions de flotte un peu plus compliquées. L'une des façons d'adresser ce problème, c'est faire plus de développement urbain mixte, là où les zones de destination sont également des zones de départ. Est-ce que vous savez si au niveau des promoteurs, vous essayez d'intégrer, enfin, de ce que je comprends à travers ce que vous avez dit, vous avez tendance à justement faire ces développements mixtes. Est-ce que vous les intégrez également dans cette optique d'autopartage en fait? Merci. Et une dernière question. Merci. Donc Olivier de Broissia, Module Auto, Montpellier et Occitanie. Je voulais réinsister sur le côté, l'intérêt de pouvoir pérenniser ces expérimentations. Effectivement, nous aussi, on discute avec des promoteurs. Alors, il y a d'un côté ceux qui veulent les mettre dans le fond du parking, ce qu'on a fait, mais effectivement, c'est très difficile ensuite de rebondir avec, une fois qu'on est face à un syndic, pour pérenniser les choses. Et puis en plus, souvent, c'est vraiment limité à l'usage des gens de l'immeuble. Alors que si elle est à l'extérieur, forcément, c'est aussi, même si pour l'immeuble, il peut y avoir des prix spécifiques,
c'est aussi pour la population générale. Et donc, ça peut peut-être aider plus les syndics. Et c'est vrai que on l'a évoqué, mais j'ai pas eu vraiment de réponse. Et je voulais aussi rassurer Gatorand, par exemple. Nous, on propose dès 18 ans aux gens de s'inscrire dans nos services, avec des petites voitures, avec des prix sympas. Voilà. Bonjour messieurs, je voulais juste rebondir sur la question. Donc moi je suis le fondateur de Meridio, qui est une solution de mobilité résidentielle. Je voulais rebondir tout simplement sur la réticence des acteurs publics et des élus notamment, sur le fait que apparemment 98% sont pour l'autopartage résidentiel. Le retour que j'ai moi des promoteurs sur l'ensemble du territoire, c'est que la plus grosse problématique, c'est que les acteurs publics et notamment les élus à l'urbanisme, ou même que ce soit sur les maires, sur les plus petites communes, sont réticents à ce sujet-là, notamment par un retour d'expérience qui ont été plutôt mauvais, notamment sur la sécurité, avec des personnes qui viennent prendre des véhicules, qui ont des codes d'accès et qui posent des problématiques de sécurité. Donc comment, pour vous, vous voyez les choses, notamment d'un prisme sur les acteurs publics, sur la pérennité. Donc on en parlait, et tout le monde en parle, hein, la pérennité de la solution est la chose la plus importante du point de vue des acteurs publics, mais il y a un problème de sécurité. Comment joindre un petit peu les sujets? Merci. Merci, je vous laisse choisir la question, les éléments de réponse que vous voulez donner. On a 2-3 minutes. Peut-être sur les deux dernières questions. Nous, notre opérateur, c'est Cities, et on ne peut pas mettre des voitures Cities en sous-sol, donc pour des problèmes techniques. Donc forcément, c'est en extérieur. Et donc, nous, ce qu'on privilégie, c'est soit que c'est à l'intérieur de la copro, mais dans un secteur ouvert, non fermé, pour que les riverains, donc c'est vraiment pour nous important, que les riverains puissent accéder aux voitures, que ça ne soit pas des voitures réservées à la seule copro. Ce qui peut poser problème si demain on dit c'est le syndic, c'est dans les charges de la copropriété. Ça. Voilà. Mais donc on souhaite que ça soit effectivement ouvert aux habitants du quartier. Ça c'est vraiment le point qui me paraît important. Donc effectivement, il faut éviter que pour nous, avoir des places au 3e sous-sol, c'est sûr que ça ne peut être réservé qu'aux habitants de l'immeuble. Donc avoir les places en extérieur et moi, je me bats parce que ce n'est pas gagné. C'est-à-dire, quand je dis sur la fameuse opération où on a dit on supprime le parking de 30 places, là-dedans, il y avait effectivement une place d'autopartage. J'ai dit on supprime les 30 places, sauf la place d'autopartage. Et maintenant, il faut trouver la place. Alors, les services, ils ont commencé à me dire ah oui, mais il y a une place à 200 mètres. Je leur ai dit non, la place, elle doit être au pied de l'immeuble. Trouvez-moi une solution. Et ce n'est pas gagné. Donc, je pense qu'il faut qu'elle soit effectivement visible. Moi, je préfère que devant l'immeuble, il y ait effectivement de la végétation, des places de stationnement pour les visiteurs de type arceau vélo et une place d'autopartage. Oui, alors moi, j'allais faire la même réponse. Enfin, la visibilité sur l'extérieur, c'est primordial. Il se trouve que sur un de nos sujets, c'est pas possible parce qu'on est sur une place où il n'y a pas de voiture. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les 2 véhicules d'autopartage, on va les mettre juste en bas de la rampe et on rentrera dans le parking après les véhicules d'autopartage, voilà, pour qu'ils soient accessibles. C'est une manière de les rendre dessus. Je voulais réagir à la question de monsieur sur la migration urbaine. Nous, on a commencé par faire de l'autopartage sur 2 opérations où on a une mixité. Ça nous semble le plus évident, le plus simple, et on sent que c'est là où ça va le plus marcher. Et c'est vrai que sur une opération 100% logement, on a peut-être moins testé ça. Donc je vous rejoins que c'est l'écosystème le plus favorable. Et dès qu'on a de la mixité urbaine, c'est beaucoup plus simple de l'imaginer. On sent conceptuellement ça marche très très bien. Mais peut-être devrait-on le faire surtout, malgré tout. Voilà. Et puis, pour le monsieur de Gatorand, c'est vrai qu'avec des équipes de Cities, je me tourne vers Martin, on a pensé à 2 véhicules. C'est vrai, peut-être que dans notre prisme, c'était plus un public familial. On n'a peut-être pas forcément réfléchi à un véhicule pour les jeunes. Je ne sais pas si chez Cities, il y a le petit véhicule 3 roues. Je rebondis là, mais je trouve intéressant votre remarque. Je pense clairement qu'on n'y a pas forcément réfléchi en ces termes et que ça mérite d'être pris en compte en tout cas.
Alors, sur les questions d'inclusivité, diversité de population, donc nous dans l'opération, on a donc je disais 1200, enfin là dans la première phase, il y a 1200 logements hébergements et donc il y a résidence étudiante, résidence personnes âgées, foyer jeunes actifs et le calcul qui a été fait en fait par Cities sur le nombre de 30, il est justement en intégrant ces publics, parce que dans le PLU, pour ces programmes-là, il n'y a pas de normes, c'est aux promoteurs du coup d'annexer au permis une note, ce qui est illégal puisque c'est pas indiqué dans le code de l'URBA, donc normalement la collectivité n'a pas le droit de demander cette note, mais bon, voilà, ma petite parenthèse sur le respect de la loi par les collectivités sur les instructions de permis. Et donc, du coup, effectivement, la plupart disent le public étudiant, le public jeunes actifs, etc., ou public senior, on est sur des taux de motorisation qui sont extrêmement faibles, ce qui est un sujet compliqué aussi, là encore, avec la collectivité qui voit 25 hébergements et on lui dit il y aura besoin de 2 véhicules en autopartage. Bon, c'est un peu compliqué, mais j'entends au-delà de ça, même sur des publics qui ont des handicaps, etc. Bon, après, pour moi, là, c'est aussi un départ, et puis si c'est massifié, ça permettra de le faire et de l'étendre effectivement à tous les publics. C'est peut-être un problème que ce ne soit pas prévu dès le départ. Sur les questions des pendulaires, nous effectivement on a dans l'opération, et c'est l'intérêt aussi de le faire à l'échelle d'une opération d'aménagement. Il n'y a pas de souci de le faire à l'échelle d'une opération immobilière, mais c'est vrai qu'à l'échelle d'une opération d'aménagement, on a plus facilement cette mixité. C'est aussi pour ça qu'au départ, on a ce parking mutualisé, foisonné entre les actifs et les résidents. Donc voilà, encore une fois, on tire le fil de tout ça. Sur la question de la pérennisation, oui, un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a été retenu dans le cadre de l'AMI démonstrateur de la ville durable. Et dans ce cadre-là, on voulait justement, sur un certain nombre de sujets comme ça, et d'expérimentation, on voulait justement voilà, avoir des indicateurs de réussite de l'expérimentation. Donc ça ne garantit pas de pérenniser, mais au moins de suivre exactement comment ça fonctionne. Et sur la question de la sécurité et de la réticence des élus, en tout cas, nous, voilà, encore une fois, les places sont dans le parking silo. Donc du coup, ça évite en fait tout ce problème d'accéder à des sous-sols, enfin à des copropriétés privées. En fait, ça évite complètement ce sujet. Voilà. Eh bien, il me reste à vous remercier.